Mesdames, Messieurs, bonsoir. Communication politique au menu de ce nouvel épisode de Questions d'actu. Et cette question fondamentale, politique et communication font-elles bon ménage au Maroc d'aujourd'hui? Hors campagne et autres marketing électoral, comment peut-on évaluer la com politique des différentes composantes de l'État? Car oui, la communication politique ou la com politique dépasse le cadre restreint du cercle de l'État. Elle s'élargit à l'ensemble des acteurs politiques, à savoir les ministres, les élus locaux et les autres chefs de partis politiques. Comment cerner les contours de la com politique où se mêlent sémiotique, sociologie, anthropologie ou tout simplement cet art de faire parvenir un message persuasif à une opinion publique de plus en plus avertie? Comment porter politiquement des réformes courageuses initiées par la haute ou la plus haute autorité de l'État? Quel suivi d'une communication de crise réussie qui, sans entretien, peut virer à la crise de communication? Quid aussi de la polarisation de la société? Et le débat sur la nouvelle Moudawana en est un exemple éloquent. Je n'en dis pas plus, place au débat. Je reçois ce soir des communicants hors pair avec moi en plateau ce soir. Il fait partie des Young Global Leaders du Forum de Davos. Il est économiste, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier est un best-seller. C'est le livre le plus vendu au Maroc en 2021, Le Temps du Maroc. Il est président du groupe Guépard. Abdelmalek Alaoui, bonsoir. Bonsoir Khadija. Vous êtes aussi connu pour être un des fameux spin doctors, comme on dit dans le jargon de la communication. Vous avez à ce titre continué de conseiller des chefs d'entreprise, de grands chefs d'entreprise, mais également des gouvernements sur leur communication. Donc, vous allez certainement, sans nul doute, enrichir ce débat aujourd'hui sur cet instrument qu'est la com politique. En face, elle est aussi une experte de la question de la com politique. Elle est consultante, fondatrice de Nota Bene Consulting. Najla Benbar, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes une consoeur, n'est-ce pas? Vous êtes journaliste de formation. Vous avez été responsable de plusieurs institutions, responsable communication en l'occurrence, dont le patronat, la CGEM, mais aussi le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et vous avez été à la tête de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La com politique, une affaire de l'État, Abdelmalek Alaoui? Une affaire au cœur de l'action publique en tout cas, avec évidemment des spécificités inhérentes à ce qu'est le Royaume du Maroc, qui est un État pour le moins singulier dans la manière dont il se projette dans l'espace et dans lequel il se projette auprès du grand public. La singularité, elle tient en deux éléments essentiels. Le premier, c'est que la communication du chef de l'État est une communication ritualisée. Plus ancienne monarchie exécutive au monde, elle a des racines extrêmement profondes et elle s'exerce autour de baromètres que sont le discours du trône et les grands discours qui marquent la vie de la nation. Donc, à cet égard, le chef de l'État est dans des temps longs, il fixe le cap et il obéit à un cadre conceptuel extrêmement normé qui trouve ses racines dans les siècles précédents. Et en second niveau, il y a l'action plus conjoncturelle, celle du gouvernement, celle que nous devons inventer depuis l'indépendance. Donc c'est un exercice plutôt récent, puisqu'elle est portée d'abord par un Premier ministre, désormais elle est portée par un chef du gouvernement, mais elle n'a que 70 ans. Donc c'est encore un exercice, on va dire, qui est en train d'évoluer face à un cadre qui est beaucoup plus large, qui est celui du chef de l'État, de Sa Majesté le Roi, qui est à la fois le leader spirituel et temporel, et qui, lui, obéit à d'autres règles. Alors, vous dites qu'elle a l'âge qu'elle a, cette communication politique, au vu aussi du paysage politique de notre pays, mais elle est passée par plusieurs phases. Et il faut dire que certaines se sont distinguées quand même par leur efficacité. Comment pouvez-vous dire que, si toutefois on peut évaluer la com politique aujourd'hui au Maroc, est-ce que vous pensez qu'elle est dans une phase où elle se démarque, où elle est tout simplement efficiente et efficace vis-à-vis de la société marocaine? La communication politique n'est pas un cas à part du paysage de la communication générale qu'il y a au Maroc. Elle est donc
très en retard par rapport à ce que seraient les meilleurs standards internationaux en matière de délivrance de messages politiques et de contact avec le grand public. Donc on a absolument les mêmes choses. Au Maroc, la communication est le parent pauvre des grandes entreprises. Si vous prenez un comité de direction, le directeur, ou plus généralement la directrice de la communication, est la personne la plus faible dans un CODIR ou dans un COMEX. Pour des raisons très simples, les métiers de la communication sont les métiers du soft. Personne n'aurait à l'idée de venir expliquer son métier à un DAF ou à un directeur technique. En revanche, sur la communication, tout le monde a son avis. Et tout le monde a son avis tout le temps, et personne ne trouve jamais de budget pour la communication. Sauf quand il y a une catastrophe qui arrive. Et à ce moment-là, la communication devient absolument centrale, et on attend du communicant à ce qu'il ait une baguette de sourcier et qu'il puisse trouver la solution à des problèmes auxquels il n'a pas été associé dans l'élaboration de la stratégie. Il connaît très très peu la marche de l'entreprise. Et dans la communication politique, c'est absolument On peut faire cette analogie entre gérer justement la chose publique et gérer une entreprise ? Bien sûr qu'on peut faire cette analogie, parce que... Les enjeux ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'une institution étatique ou les institutions étatiques peuvent se permettre d'attendre jusqu'à ce que la crise soit là ? Non. Pour réagir ? Alors, ils ne peuvent pas pour une raison fondamentale. C'est que le set de technique est le même. Vous avez besoin de connaître votre opinion publique, et donc de connaître vos consommateurs quand vous êtes une entreprise. Pour ça, vous avez besoin d'outils. Et l'outil principal est inexistant au Maroc, à savoir une base de sondage ou la capacité à pouvoir faire des focus group ou d'aller sonder l'opinion. Et encore une fois, on voit cette dichotomie entre l'exécutif et le chef de l'État, parce que le chef de l'État, il a un sismographe permanent. Il a un sismographe permanent pour une raison très simple, c'est que les Marocains, en dernier recours, ils s'adressent au roi. Donc le cabinet royal est récipiendaire d'énormément de plaintes, de demandes de la part des Marocains, elles sont traitées. Alors qu'au niveau de la chefferie du gouvernement, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir définir les priorités, de pouvoir avoir le pouls de l'opinion en n'ayant pas de sondage, ni en ayant des focus group qui leur permettent de savoir qu'est-ce qui est au cœur de l'actualité. Donc du coup, les gouvernements successifs qui sont au Maroc ont toujours été en réaction. C'est quand il y a eu une crise qu'ils se mettent à ce moment-là à dérouler l'armada avec, je dirais, des bonheurs différents, et qui dépendent de l'incarnation aussi par ces gouvernements et par leurs représentants et leur capacité à pouvoir faire passer des messages, ce qui est évidemment très différent selon les personnalités qui sont à ce moment-là à la tête de l'exécutif. À la bonne heure. Quand on parle à Najla Benbark, donc, quelle est la relation entre un dirigeant politique et son communicant ? Alors, c'est une relation déjà que je qualifierais comme reposant pour une grande partie sur une relation de confiance. Pourquoi ? Parce que j'estime que la communication doit... je vais vous dire, il n'y a pas de recette miracle avec la communication. Il faut déjà que la base soit là. Et la base, c'est une base d'authenticité. Pour une personnalité politique, je dirais qu'il y a un socle de valeurs, il y a un degré d'engagement, et il y a ce qu'on propose, en fait. Parce que... Est-ce que tout ce que vous proposez est pris en compte ? Alors, et mis en œuvre par déjà, par la communication vous accompagnez ? ne fait que valoriser et mettre en avant quelque chose qui existe déjà. Et là, quand on dit communication politique, on parle d'abord de projet politique. Donc, quel est ce package ? Quelle est cette alternative qu'on cherche à incarner ? Quel est ce profil qu'on cherche à présenter comme quelqu'un qui va séduire les masses, qui va les convaincre et qui va passer, je dirais, dans ce chaînon, dans cette chaîne de capter une audience parce qu'il s'agit d'être audible dans cette masse d'informations, dans cette masse de profils, dans cette profusion de contenu, de faire la différence, d'être audible et par conséquent aller jusqu'au bout, jusqu'au call to action. Parce que finalement, cette personne, on veut la séduire pour qu'elle vote pour nous, pour qu'elle nous choisisse. Mais une fois qu'elle a voté pour vous, est-ce qu'il y a un accompagnement, est-ce qu'il y a un service après-vente ? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, la com politique, on en parle d'ailleurs, quand je faisais ma revue de presse en préparant cette émission, les derniers articles sur la com politique remontent aux dernières élections.
Donc, est-ce que, ou en tout cas la dernière date du scrutin en 2021, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui face aussi à une temporalité de l'exercice de la com politique? Alors moi, déjà, j'estime qu'il faut voir les choses avec beaucoup de recul par rapport aux progrès qui ont été faits en matière de com politique pendant les 20 dernières années au moins. Et je dirais qu'on revient de loin. Et je parle d'une manière générale, que ce soit pour les partis politiques, pour le gouvernement, pour les institutions, les différentes institutions. Je rappellerai qu'à la base, la culture n'était pas une culture forcément de communication. Au contraire, c'est un exercice qui fait peur. C'est vrai. Cela dit, il y a eu un changement de paradigme, il y a eu une prise de conscience qui est certainement contagieuse parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs et on voit comment ça se passe, les campagnes, les programmes gouvernementaux, etc. Il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui, c'est évidemment une nécessité. Ça va avec ce package. Et puis, la pratique a fait que on le voit dans notre pays, l'exercice de la conférence de presse est devenu un exercice normal. La prise de parole en public s'est libérée. Le communiqué de presse, c'est quelque chose d'automatique. Je veux dire, je parle d'outils simples, mais avant, qui n'étaient pas évidents. Aujourd'hui, le candidat politique sait qu'il doit faire des vidéos, qu'il doit travailler sur son branding, qu'il doit travailler sur son image. Et là, je rejoins ce sur quoi vous m'interrogiez plus tôt. Le rôle du communicant est aussi de faire un audit de ce projet politique et de ce projet de personne qui va porter ce projet politique et de voir comment valoriser les atouts et travailler sur les potentielles faiblesses. Mais en tout cas, c'est un travail de longue haleine pour incarner une différence. Alors, vous avez parlé de ces outils donc qui se sont démocratisés, hein, puisqu'on est dans le jargon de la politique, qui se sont démocratisés. Et puis, ce qu'on reproche aussi, à tort ou à raison, à ce gouvernement, parlons de la com politique du gouvernement en un premier temps, avant aussi de s'attaquer à celle des partis politiques de majorité comme opposition. Mais quand on voit justement ce qu'on leur reproche, c'est la communication des communiqués de presse et c'est tout. Et le récent exemple de cette semaine, et jusqu'à aujourd'hui, toujours pas de date officielle de la présentation du grand oral du chef du gouvernement sur le bilan de son... Je pense que si, ça a été fixé au 24, et je pense que c'était important que justement... Ça a été fixé par le porte-parole du gouvernement a expliqué très clairement les raisons du retard qui sont inhérents au renouvellement des instances du Parlement, à quelques blocages qu'il y a eu. Mais en l'occurrence... Normalement, le 24 avril, le chef de gouvernement devrait... C'est-à-dire le communiqué qui est tombé, c'est sine die. Hein, et après, même M. Baïtas n'a pas vraiment précisé la date. Non, mais c'est pourquoi il est très important d'expliquer les raisons de manière très ouverte et très transparente, de manière générale. Mais je dirais, aujourd'hui, moi je suis convaincue qu'il y a une prise de conscience qu'il faut communiquer, qu'il faut expliquer. Et pour les citoyens, aujourd'hui, je trouve que les politiques publiques, il y a une prise de conscience qu'il faut expliquer l'impact que va avoir la politique publique, le coût de cette politique publique, le financement qu'on a trouvé pour cette politique publique. Et tout cela, ce sont des choses, c'est une culture importante, où on rend des comptes, où on explique. Vous pensez que c'est important aujourd'hui? Vous pensez jusqu'à quel point il est important ce rendez-vous avec justement l'opinion publique, celui de présenter le bilan de mi-mandat du chef du gouvernement? Déjà, le chef de gouvernement doit exposer les avancées du gouvernement sur les grandes réformes de notre pays, voulues par Sa Majesté. Je parle notamment des réformes à caractère social. Ce sont des réformes éminemment importantes pour le citoyen. On en parle beaucoup. Ce n'est jamais suffisant parce qu'elles sont capitales pour l'avenir du pays. Alors, elles sont capitales pour l'avenir du pays. Ce qui est capital aussi, c'est Abdelmalek Alaoui, c'est de communiquer. Et encore une fois, je reviens sur ce constat. Je dis cela
par expérience sur ce même plateau, ça a été beaucoup. On n'a pas, comme vous le disiez tout à l'heure, de focus group ou de moyens de vraiment quantifier cette popularité réelle du gouvernement, mais cela a été répété maintes fois par des experts sur ce même plateau de questions d'actu que ce gouvernement ne communique pas assez. C'est précisément pourquoi est-ce qu'on a besoin d'informations. Parce que venir affirmer que le gouvernement ne communique pas assez ou trop, on le fait au doigt mouillé et au petit bonheur la chance. Il faudrait qu'on mette un peu de science dans tout ça. Ce qui est absolument, je veux dire, incontestable, c'est que le gouvernement mené par Aziz Arnouch a un style de communication. Son style de communication, c'est celui de la rareté médiatique du chef du gouvernement, pour des raisons qui sont inhérentes à son tempérament et son caractère. Les tigres ne mangent pas de l'herbe. Aziz Arnouch n'aime pas l'exercice d'aller faire des interviews, de rencontrer des journalistes. Il a choisi d'utiliser les canaux des réseaux sociaux depuis la campagne victorieuse et de s'adresser donc directement à sa base électorale. Il communique à l'endroit de cette base électorale de manière très régulière, que ce soit sur le front partisan ou en laissant au porte-parole du gouvernement le soin de faire les questions-réponses avec les journalistes. Mais vous savez, quand on dit « il ne communique pas assez », je pense qu'il y a un biais cognitif quand on dit ça. C'est que les gens s'attendent à ce qu'on communique en allant à la télévision, en répondant aux questions des journalistes. Or, il y a une règle qui n'est pas une règle qui est spécifique. Enfin, pour le communicant que vous êtes. C'est pas une règle qui est spécifique au Maroc. Un ministre, il a envie de venir. Il a raison de plus. C'est-à-dire que les gens, ils veulent aussi entendre. Mais il faut comprendre la nature humaine. Un ministre n'a pas envie de venir sur un plateau pour parler de sujets désagréables. Il a envie de vous parler de la réforme qu'il est en train de porter et il a envie de vous parler d'un certain nombre de sujets. Donc, il fait ce qui l'arrange. La réalité... Non, mais ce qui l'arrange, il n'est pas censé faire ce qui l'arrange. Il est censé répondre à une responsabilité qu'il porte en étant dans un gouvernement. C'est la responsabilité du porte-parole. La responsabilité, c'est qu'il réponde aussi aux doléances de la société. La réalité, c'est qu'il y a une pauvreté dans l'utilisation des médiums. Si vous regardez, par exemple, l'ensemble de notre classe politique, est-ce que vous êtes en mesure de me citer un livre écrit par un de nos hommes politiques? Non. Vous posez une colle, Abdelmalek Alaoui. Je ne sais pas s'il n'y a pas, je dois vérifier cela, mais bon. Il n'y a pas. Si vous le dites, généralement, cela n'engage que vous. Quand ils sont à la retraite, ils écrivent leur mémoire. Mais pendant leur mandat, venir exposer quel est leur projet politique, en dehors des programmes qui sont issus des partis politiques et que personne ne lit et qui sortent 6 semaines avant les élections, il y a très peu d'hommes politiques qui ont incarné une relation directe à travers le livre. Qu'est-ce qui fait la com politique? Est-ce que c'est le programme politique de tel ou tel... Après, on passera au parti politique. De tel ou tel parti politique, de tel ou tel gouvernement, ou les personnes? Ni l'un ni l'autre. Ce qui fait la com politique, c'est le fond. La forme ne se substitue pas au fond. Vous pouvez amener le meilleur communicant au monde. Si le fond n'est pas là... Ilham Kélan, vous avez une réponse qui est absolument sidérante, c'est qu'il a eu son moment, et aujourd'hui, quand il fait des sorties, il n'imprime plus. Oui. Si vous regardez le nombre... Oui, mais c'est aussi conjoncturel. C'est juste pour vous interpeller sur le fond et la forme. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait quelqu'un qui, sur le fond, voilà, laissait à désirer, et puis sur la forme, il fédérait. Mais il y a une différence entre un fond qui laisse à désirer et un fond qui rencontre les aspirations profondes de la société. Si on fait un tout petit peu d'autopsie de la popularité de Ilham Kélan, il arrive sur un désir de renouvellement du champ social qui est avec les révolutions arabes. Et il arrive à capter, et c'est des choses qui arrivent chez les hommes politiques qui ont un certain talent, il arrive à capter ces aspirations profondes de la société et à construire un discours qui fonctionne dessus. Sauf que son discours était très simple, tous les autres sont pourris, moi je suis très bien, et on va ramener du conservatisme là-dedans et la maison sera bien rangée. 10 ans de pouvoir a montré que le PJD était incapable de répondre à aucune de ses promesses. Et qu'ils avaient autant de malversations chez eux que chez les autres partis politiques, qu'ils n'étaient pas capables de maîtriser la technostructure, qui pour sa grande majorité, la technostructure administrative est plutôt francophone et rétive au changement qui est arrivé avec le PJD. Donc la réalité, c'est qu'ensuite, la courbe de popularité, elle a descendu. Mais il faut sortir de l'incarnation. Si le projet est bon, et si les communicants ont été associés en amont à ce projet en utilisant les outils pour comprendre ce que l'opinion veut vraiment, à ce moment-là, on peut avoir une communication politique qui est
réussie, qui parle, parce que de toutes les manières, l'opinion publique a des règles que vous ne pouvez jamais changer. L'opinion publique sera 10 fois plus sensible à une mauvaise nouvelle qu'à une bonne nouvelle. Vous pouvez mettre ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre ça à la télévision. Pourquoi est-ce que vous avez des bandeaux rouges sur les chaînes d'information? C'est justement parce que c'est anxiogène et que tout le monde vient regarder les choses quand il y a une catastrophe. Beaucoup moins quand on doit leur annoncer qu'il y a la généralisation de la protection sociale, qui est un sujet majeur en ce moment au Maroc. Mais le grand public n'adhère pas. Il veut regarder les dysfonctionnements. Non, parce qu'il veut de l'émotion aussi. C'est Oui. ça, les médias, c'est aussi ça, le poids. Mais c'est aussi ça, la com politique. Ça doit aussi... C'est l'un des outils de la com politique. C'est l'une des composants de l'action politique. C'est justement l'émotion. J'ai juste, avant de reprendre cette citation du spin doctor, un de vos confrères de Tony Blair, Alistair Campbell, mais avant, je voudrais introduire notre troisième invitée ce soir, et puisqu'on parle de politique, elle a aussi une expérience dans le champ politique, elle est surtout experte en communication stratégique, fondatrice et directrice générale de Tea & Coffee. Khadija Janati Idrissi, bonsoir. Bonsoir. Et merci de vous joindre au débat. Avec plaisir. Alors, vous arrivez vraiment là où nous sommes en train de justement décortiquer un peu cet exercice de la com politique du gouvernement marocain. Et la citation que je voulais mentionner tout à l'heure, elle dit que le public ne vit pas dans la même bulle que les politiques et les journalistes. Quand il écoute, il retient peu de choses du discours. Il faut donc répéter, répéter, répéter sans donner l'impression de se répéter. Donc, est-ce qu'on ne répète pas assez ? Est-ce que, selon vous, vous partagez cette perception, parce qu'encore une fois, on n'a pas de données fiables sur comment on regarde l'action gouvernementale. Est-ce que vous pensez qu'on ne répète pas assez pour que le message soit persuasif ? Alors, je pense qu'avant la répétition, vient d'abord la prise de parole. Il faut d'abord qu'on prenne la parole pour arriver à une répétition. Je pense qu'il y a déjà une rareté dans la prise de parole d'abord. Et puis après, on ne répète pas assez, c'est clair, mais le fait de ne pas convaincre, à mon sens, n'est pas le résultat uniquement d'un manque de répétition. En mon sens, la communication politique, elle est constituée d'un triptyque, qui est l'action, d'abord, le message, et un élément très important qui est le pouvoir. C'est-à-dire le message, la promesse, mais il faut que je sois capable de tenir ma promesse, donc que je puisse passer à l'action. Mais il faut surtout que j'ai le pouvoir de passer à l'action pour pouvoir crédibiliser ma promesse. Une personne qui prend la parole sans avoir ce triptyque ne peut pas faire de la vraie communication politique. Et donc, on va se retrouver, dans certains cas, dans plusieurs cas, on ne va pas convaincre, parce que seeing is believing, je ne vais pas voir le résultat de la promesse, je ne vais pas croire, et donc la répétition ne pourra pas corriger le manque d'action, et donc on n'arrive pas à convaincre, mais on tombe dans la décrédibilisation. Il y a décrédibilisation, j'y arrive, et il y a aussi la défiance. Parce que c'est ça, en fait, le risque qu'il y a dans une mauvaise com politique, c'est que cette audience, et en l'occurrence c'est la société, marocaine ou autre, ne fasse plus confiance à cet exécutif. Et puis, il y a une scission, il y a plus cette fluidité. Alors, ce que disait Abdelmalek un peu plus tôt, à juste titre ou pas, c'est qu'il ne suffit pas de parler, en fait, mais en fait, si on agit et qu'on ne sait pas, en fait, le public ne sait pas ce que vous faites dans votre département, comment on peut assurer ce retour à la confiance et puis éviter cette défiance qui s'installe. C'est un fait aujourd'hui. Mais c'est pour ça que c'est le triptyque qui donne le résultat souhaité. Ce n'est pas un élément ou deux. En l'occurrence, quand on parle de pouvoir aussi, ce n'est pas uniquement le pouvoir d'implémenter l'action que j'ai promise, mais c'est aussi le pouvoir de coordonner. Vous parlez de l'exécutif de manière particulière. Il faut aussi avoir cette capacité de coordonner différentes actions, d'expliquer la démarche et pas uniquement d'annoncer des actions. C'est-à-dire que je peux annoncer de très bonnes actions qui peuvent être réalisées, mais si je n'explique pas la démarche de manière simple, logique, que tout le monde peut comprendre, même si mes actions sont très bonnes, même si j'ai pris le temps de communiquer,
mais ça ne va pas atteindre l'objectif. Et honnêtement, sur cet exécutif, on a plusieurs exemples. On a eu des actions pertinentes qui répondent à un besoin réel, mais il y a eu pas suffisamment d'efforts pour expliquer la logique, pour montrer comment est-ce que... Un exemple les politiques d'emploi, les différentes initiatives sur l'emploi. Sur les dernières années, on a eu droit à Força, on a eu droit à un Amokawil qui vient de 2 départements ministériels différents, dont l'objectif est pratiquement le même, mais beaucoup de citoyennes et citoyens n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'un sujet de création d'emplois est porté par la ministre du Tourisme et pas uniquement par le ministre de l'Emploi, pourquoi le ministre de l'Emploi vient par la suite sortir un autre projet. On va penser qu'il y a un chevauchement. Or, les 2 projets, les 2 initiatives sont très pertinentes, et bien sûr sans parler des dispositifs post-Covid, relance, etc. Post-séisme aussi, où effectivement la com de crise était une réussite, parce qu'il y avait crise, mais il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de suivi, et on se dirige vers une crise de la communication, une crise de com. Donc là, vous arrivez sur un autre sujet, effectivement, Khadija, mais déjà sur cette partie-là, on peut avoir une bonne action qui répond à un besoin, mais s'il n'y a pas suffisamment de pédagogie pour expliquer pourquoi, comment et où on veut aller, c'est compliqué de comprendre. Sur la partie séisme, pareil, on peut dire autant sur la gestion de la communication autour du Covid, où effectivement toutes les dispositions de la com de crise réussie étaient là. Et donc, on a très bien démarré. Et puis, on est arrivé à ce qui était appelé par tout le monde les communiqués de minuit. Et donc, à un moment, on s'est essoufflé. Et donc, on est arrivé à une communication qui, au lieu de mettre de la clarté dans l'action, elle créait plus... justement, on était dans la crise de communication à un moment. Alors, Najat Ben Moubarak, la communication qui est consacrée à la gestion de la crise proprement dite, est-ce que c'est un outil d'alerte et de coordination, mais aussi il y a un autre risque, c'est les fake news. Donc, comment est opérée cette gestion-là, notamment sur ce volet-là, parce que nous y sommes aujourd'hui et c'est dans notre quotidien. Il y a eu bien sûr la Covid, mais c'est aujourd'hui la fake et qui ne fait que finalement entacher davantage un manque de communication, si on peut l'appeler ainsi, entre l'exécutif et l'opinion publique. C'est évidemment du cas par cas. On ne peut pas comparer ce que vous évoquiez tout à l'heure en termes de communication autour de la reconstruction post-séisme, parce qu'il ne faut pas oublier, donc, après le séisme, il faut l'admettre, la réactivité royale et les instructions royales et la mobilisation qui s'est faite immédiatement a créé également une mobilisation en termes de communication qui a fait que les responsables de différents corps, de différentes administrations ont défilé sur les plateaux, ont expliqué. Et on a été dans un exercice d'honnêteté, de clarté sur l'ampleur des dégâts, sur les victimes et sur les ambitions de reconstruction. Et on comprend aisément la frustration aujourd'hui de ne pas savoir où on en est, car évidemment, il s'agit d'un chantier titanesque de reconstruction qui englobe différentes administrations, différents départements, et où la symbiose d'action est nécessaire pour avoir un résultat en termes de communication qui soit digeste pour le citoyen. Parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est à ce que ce citoyen se sente impliqué, partie prenante, et qui s'identifie à ce qui se passe et qui sente que ce qui est en train d'être fait ou défendu dans les médias ou ailleurs, c'est pour elle et lui. Pour revenir aux fake news, je prends l'exemple de la Moudawana, donc le processus de réforme de la Moudawana voulu par Sa Majesté le Roi donc a été mené donc à travers une série de consultations qui étaient ouvertes sur les différents pans de la société, les différentes convictions, les différentes opinions. Et encore une fois, même pour ce processus, les choses ont été menées dans la clarté,
et dans l'ouverture, puisqu'on savait au fur et à mesure ce qui avait été présenté, la plupart du temps, etc. Cela dit, aujourd'hui, on observe un certain nombre de fake news qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux par certains commentateurs dans une démarche assez irresponsable qui induit une polarisation certaine parce que les positions sont assez virulentes. Et cela... Surtout certaines. Hein. Certaines plus que d'autres, n'est-ce pas? Alors qu'on ne sait pas finalement quelles sont les propositions. Ben oui. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a cette interaction avec du public avec ces fake news. C'est-à-dire que pour eux, c'est bon, hein, c'est l'info. C'est très important de souligner que justement, le vide et l'attente, en fait, l'attente peut engendrer parfois une prolifération de fake news et de rumeurs qui en fait, c'est du matériel assez combustible et c'est des fake news dont tout le monde est friand, je dirais. Quand les gens engagent des polémiques contre vous, c'est la preuve que vous êtes vivant, disait Jack Lang. Est-ce que vous pensez, Abdelmalek Alaoui, que, effectivement, par exemple, en réaction à cette polémique sur la Moudawana, on aurait pu expliquer que, eh bien, non, tout ce que vous lisez, est-ce que vous pensez que l'exécutif aurait pu réagir et peut-être juste corriger les gens ont été induits en erreur à cause d'une fake news ou pas? Franchement, il faut continuer à travailler et puis laisser les choses... Je ne pense pas que les causes profondes, on va dire, de l'hypertrophie des fake news dans le paysage informationnel marocain sont à chercher ailleurs. On a d'abord un paysage médiatique qui est absolument atomisé, qui n'existe plus. Je vous en prie. Enfin, on est là, on est en train de discuter quand même du sujet. Oui, il y a certains médias qui se démarquent, je dirais, si je peux me permettre. Il y a certains médias qui se démarquent par rapport à d'autres. Et oui, le média a aussi son rôle à jouer dans la com politique. Non, c'est pas mon propos. Le propos, il est simple. On est dans une émission sur Média TV. Quelle est la part d'audience qu'on va faire par rapport à ce que fait TikTok dans la journée au Maroc en matière d'information? C'est une portion totalement congrue. Mais demain, vous allez vous retrouver sur TikTok avec tel ou tel extrait de votre intervention dans cette même émission. Après, dépendra ce que vous dites, si ça intéresse ou pas cette audience. Ça n'aura jamais le poids de la parole d'un commentateur qui paraît comme étant indépendant et qui n'est pas un professionnel. Depuis qu'il y a l'entrée de ce faux journalisme citoyen dans lequel toutes les théories du complot peuvent s'exprimer, l'État est désemparé, pas uniquement au Maroc, partout. Partout, oui. Parce qu'on ne peut pas avoir une réaction qui est uniquement une réaction de régulation. Et nous avons aujourd'hui créé les conditions dans lesquelles il n'est pas possible de pouvoir avoir un journalisme qui est indépendant pour 3 raisons essentielles. 1, il est maintenu sous perfusion depuis le Covid. Et donc, il n'y a pas eu d'états généraux de la presse pour dire comment est-ce qu'on fait pour recréer un modèle économique. Les solutions sont compliquées à mettre en place, parce qu'aujourd'hui, il y a un effet d'éviction en direction des GAFAM de la part des annonceurs. Et il y a, de l'avis même de l'État et de l'association des annonceurs, 400 à 500 millions de dirhams, 50 millions de dollars, qui tous les ans échappent à l'impôt et sont payés directement aux GAFAM, qui, rappelons-le, ont un agenda politique. Elles représentent le monde occidental, elles représentent une vision du monde qui vient du bloc américain et anglo-saxon. Le deuxième élément, c'est, face à cette paupérisation, les talents qui peuvent demain ou aujourd'hui se tourner vers les métiers des médias, ne peuvent plus vivre décemment de leur activité de journaliste professionnel. Et donc ça a emmené beaucoup de journalistes vers les métiers de la communication. Et ça, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont très contents d'aller dans le métier de la communication, mais à l'origine, ils n'ont pas signé pour ça. Ils ont signé pour rapporter de l'information, pas pour venir mettre en lumière le roman d'un homme politique ou d'une entreprise. La diffuser finalement. C'est juste en fait... Et le troisième élément, c'est un élément technique sur lequel nous devons à un moment nous déterminer. Lorsqu'il y a eu la réforme du Code de la presse, le ministre de la Communication de l'époque, Mustafa Al-Khelfi, a créé un lien entre le Code de la presse et le Code pénal. Or, cette bizarrerie, on va dire, législative et réglementaire, elle crée un effet de peur pour ceux qui veulent rentrer dans la profession et qui sont sérieux. Parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec une immense responsabilité
lorsque l'on est en train de produire des informations et de rechercher à les diffuser. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, et je pense que c'est un des gros chantiers du ministre Ben Saïd, il faut à un moment convoquer les états généraux de la presse, mettre de l'argent public parce que la presse a besoin d'argent public. Et c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça fait partie de ce qui va laisser notre démocratie vivante et saine. Et donc, il est absolument essentiel aussi que les acteurs politiques reviennent vers les canaux traditionnels et qu'ils trouvent en face des journalistes professionnels qui leur posent des questions désagréables, qui les interrogent sur les équilibres macroéconomiques, qui les interrogent sur la pertinence de telle ou telle réforme. Mais il faut qu'ils repassent par les voies autorisées pour pouvoir le faire. C'est là un exercice qui est absolument fondamental et sain pour l'exercice démocratique, parce que sinon, on va avoir de plus en plus d'hommes politiques qui vont aller uniquement sur les réseaux sociaux et finalement, ils vont parler qu'à leurs copains. Ils ne vont pas parler à des audiences plus diverses. Et des audiences plus diverses, et pour aussi cette conscience politique de la société. Et en fait, vous revenez au point initial. Donc finalement, ils doivent communiquer. Ce n'est pas une question de fond ou de forme, mais effectivement, on n'est pas dans l'exercice de la communication politique 2.0, mais on est face à la nécessité de revenir aux bases même de la com politique, c'est-à-dire à savoir répondre aux questions des journalistes, qui in fine ne sont que les questionnements aussi, ce n'est que les miroirs des questionnements des citoyennes et citoyens. Najla Benbalk. On a plus que jamais besoin de médias sérieux, crédibles, fiables et professionnels. Ça, c'est certain. Mais j'aimerais juste dire que dans le lot de profils de citizen journalists qu'on retrouve sur Internet, il y a un peu de tout. Et il y a des profils extrêmement valables qui font ce que j'appelle vraiment, ce que je qualifie de travail, parce que c'en est un travail remarquable. Et par exemple, le fait de faire du mainstreaming de projets de loi ou de politiques publiques, à l'instar de ce qui est fait par exemple par Mustafa Swinga. C'est de la recherche, c'est de la transformation de l'information pour en faire quelque chose de digeste, que tout le monde peut comprendre. Et ça, c'est de la politique aussi, selon vous ? C'est de la communication politique. On ne peut plus faire abstraction de ces nouvelles formes qui sont très écoutées, très suivies et par conséquent qui ont un effet très important sur nos concitoyens. Positif ou négatif, là est la grande question. Le renforcement de capacités, la conscientisation, l'implication du citoyen dans ce qui se fait dans son pays, c'est très important et positif à mes yeux. Passons aux partis politiques. On commence majorité, opposition. Khadija Janati Idrissi, est-ce que vous voyez une opposition qui aujourd'hui est crédible ? Écoutez, de par, bien sûr, leur com politique. Ne parlons pas d'autres. Alors, encore une fois, je pense que pour juger leur communication, il faut les écouter d'abord. Or, on les écoute très peu. Pourquoi ils ne sont pas audibles, selon vous ? Alors, d'abord, est-ce qu'ils prennent la parole ? Et puis, est-ce que ce qu'ils disent est crédible ? Est-ce qu'on l'écoute ? Est-ce qu'on l'entend ? Je ne pourrais pas vous dire à quand remonte la dernière prise de parole, sortie médiatique d'un chef de parti de l'opposition. Celle qui me vient à l'esprit, c'est la dernière sortie de Nabil Ben Abdallah sur une volonté de porter un certain projet de loi. Et donc, on était plus dans la déclaration d'intention que dans l'annonce. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de suivi, de concrétisation après, effectivement, laisse poser des questions. Ici, je pense qu'il faut aussi faire la distinction ou expliquer que communiquer ne veut pas forcément toujours dire apporter des réponses ou dire qu'on a fait. Est-ce que communiquer aussi n'est pas que faire un coup de com'? C'est-à-dire, voilà, cette politique du buzz, du happening, Oui, mais encore une fois, l'effet va être très rapide. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Convaincre, est-ce qu'on arrive à convaincre avec des coups de com'? Avec des coups de com', on fait de la visibilité, on crée le buzz, effectivement, mais est-ce qu'on convainc? Est-ce qu'on arrive à rétablir la confiance? Si le coup de com' permettait de rétablir la confiance, on y serait arrivé il y a longtemps, parce qu'il y a pas mal de coups de com' qui se passent
dans notre paysage médiatique par rapport à différents sujets. Si vous me permettez, Khadija, je voudrais juste revenir sur les médias parce que c'est un sujet pour moi qui est important. À mon sens, les médias, le jour où on a oublié, où on n'a pas suffisamment répété que les médias sont le 4e pouvoir, et ben c'est là où les médias ont commencé à perdre un peu de leur poids. Mais je voudrais rappeler que les médias sont le 4e pouvoir, qu'on ne peut pas mettre tous les médias dans le même panier. Je parle des médias presse et médias audiovisuels. Je rappelle que pendant la crise Covid, il y a des études qui ont été faites au niveau mondial et qui ont montré que la seule source fiable d'information que les citoyens et citoyennes du monde allaient chercher, où elles allaient chercher l'information fiable, c'est les médias traditionnels. Donc il y a eu un retour de la crédibilité des médias traditionnels parce que c'était en fait les seuls qui transmettaient l'information. Maintenant, le dernier point par rapport à cela est que je pense qu'il faut revenir ou un changement de paradigme où les médias doivent comprendre qu'il faut arrêter de penser qu'ils doivent vivre de publicité, parce qu'en fait, c'est là où on dévalorise l'information. Un média doit vivre de l'information qu'il produit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'information que le lecteur ou l'actrice doit payer, et ce ne sont pas les annonceurs qui doivent payer pour être exposés à une audience. Si on arrive à changer cela, je pense qu'on va redonner à l'information sa valeur, plus qu'à l'annonceur aujourd'hui, et on va aussi redonner une certaine crédibilité. De manière générale, dans plusieurs pays, ce n'est pas le cas chez nous, les partis d'opposition sont plus audibles. Pourquoi? Parce que qui dit communication dit, comment appeler ça, muhasaba, comment je fais dire en français, reddition des comptes. Et quand on est à l'opposition, on n'est pas forcément tenu de cela. Donc quelque part, on a un peu plus de responsabilité, de liberté à s'exprimer, à faire des annonces et à prendre la parole. On va être plus là en train de commenter l'action gouvernementale. Or, paradoxalement, ce n'est pas le cas chez nous et ça pose une question réelle sur l'essence même de l'opposition chez nous. Le projet de société porté par ces différents partis, est-ce qu'il existe? Leur doctrine, est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce qu'elle est assimilée aujourd'hui par le management de ces partis politiques? Et est-ce qu'ils y croient toujours de manière à l'utiliser pour commenter l'action politique ou pour continuer à véhiculer leur message? Qu'en est-il de la majorité, Abdelmalek Alaoui, si on prend chaque parti au singulier et qu'on voit la communication de chaque parti politique de la majorité, qui est plus ou moins ficelée, hein, la com au pluriel de cette majorité jouit-elle de la même clarté qu'au singulier? D'abord, elle ne pourra jamais jouir de la même clarté pour une raison très simple, c'est qu'une des spécificités du modèle marocain, c'est que pour former un gouvernement, il faut faire une coalition. Et vous n'êtes pas présenté devant les électeurs avec une coalition de départ. On n'a pas eu ce cas depuis la Koutla et donc la gauche lorsqu'ils étaient en 1993, puis en 1998 lorsqu'ils arrivent au pouvoir lors de l'alternance. Ce cas de figure est inédit. Il serait potentiellement salutaire que l'électeur puisse arriver devant les urnes en se disant « j'ai le programme d'une coalition ou d'une majorité qui va se présenter au pouvoir ». Au Maroc, c'est l'inverse. Le premier qui arrive discute ensuite. Le choix d'Aziz Akhnouch, ça a été de faire une coalition très ramassée pour essayer de donner de la cohérence. Manifestement, de ce qu'on peut observer de ce gouvernement qui a été formé il y a maintenant 24 mois, il y a certains départements qui ont été coupés avec la scie sauteuse. Donc il y a encore beaucoup de discussions sur un éventuel remaniement parce que c'est consubstantiel au fait que c'est une large coalition avec des idées et des valeurs qui sont différentes. Le RNI n'a pas les mêmes valeurs que les Istiqlal, qui n'a pas les mêmes valeurs que le parti Authenticité et Modernité. Et donc, il y a des dissensions, ils ne sont pas d'accord. Les chefs de file des différents partis essayent de ne pas trop montrer lorsqu'il y a des dissensions ou lorsqu'un organe, je ne sais pas moi, le think tank de l'Istiqlal produit un rapport critique sur l'évaluation d'une politique publique. On essaye tout de suite, vite, de dire il faut qu'on prenne une photo avec les trois patron de la majorité pour dire que tout va bien. Mais justement, cette com politique de la majorité ne se limite-t-elle pas à cette photo des trois chefs de file des trois partis de la majorité? C'est inhérent au mode de communication du chef de gouvernement, qui est un chef de gouvernement qui aime bien communiquer par des images et qui se confronte très peu à l'exercice direct d'explication et de questions-réponses. Il le fait au Parlement
parce qu'il est obligé de rendre des comptes au Parlement et d'expliquer et de répondre. Il ne le fait pas directement auprès du grand public, si ce n'est dans son fief, on va dire, partisan, quand il s'exprime devant les cadres du RNI. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait autrement ? L'opposition qu'il a en face, les principaux leaders de l'opposition ont tous plus de 65 ans, ont tous déjà été aux affaires et ont une parole qui est globalement démonétisée auprès de l'opinion publique parce qu'ils vont dire qu'est-ce que vous allez faire de différent que vous n'avez pas fait avant lorsque vous étiez aux affaires. Bon, cela dit, il y a aussi des dissensions au sein même de cette opposition que pour, mais le principal problème, il est la générationnel. présidence de certaines commissions au Parlement. C'est-à-dire que même ça, au sein même de l'opposition, il y a des frictions quand même. Ça, c'est sain dans une démocratie que des dans acteurs. Une opposition. Oui, c'est sain dans Alors une opposition. Alors qu'une opposition, elle est censée justement faire son travail et son boulot d'opposition, pas être. Il y a de l'opposition au sein même de l'opposition aujourd'hui. Elle n'est censée rien faire. Dans la Constitution, il n'y a pas un article qui dit qu'il faut que l'opposition soit coalisée. Oui. Donc chacun, à 24 mois des futures élections, il faut dire que même le boulevard qu'ils ont eu, il n'a pas été exploité. Parce qu'on peut penser des choses négatives du gouvernement, on peut penser qu'il fait des choses positives, mais la vérité, c'est qu'il a quand même eu une situation conjoncturelle assez particulière. Je veux dire, on n'est pas loin des 7 plaies d'Égypte. Il y a eu la sécheresse, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu l'inflation, il y a eu énormément de surenchérissement qui sont des chocs externes auxquels le chef du gouvernement, lui, il peut rien. Et en même temps, il doit porter son projet politique, il doit essayer d'avancer, et l'opposition n'en a pas tiré parti. Non, mais quand on voit ça, et quand on compare, par exemple, l'exemple qui me vient en tête en parlant de com politique, c'est la France. Si on prend l'exemple français, sans comparaison aucune, mais effectivement, où il y a eu l'inflation, il y a eu la Covid, on voit que, en fait, c'est l'exercice contraire de la com politique qui s'y passe, c'est trop de com politique. D'abord, si on doit encore faire un parallèle avec la France, je vous rappellerai pas de parallèle ni de comparaison. Toute la communication politique que fait la France, elle est sous une extrême pression de leur opinion publique. Donc ils ont des spécificités qui ne sont pas les nôtres. Ils ont eu les gilets jaunes il y a 5 ans encore. C'est-à-dire avoir dans la 6e puissance mondiale, qui est un pays riche, qui est membre du Conseil de sécurité, des centaines de milliers de personnes qui viennent à l'assaut de l'Arc de Triomphe, excusez-moi, ce n'est pas neutre sur les effets positifs de leur communication politique. Nous, on est le Maroc, on n'est pas la France. On a des spécificités différentes et on a un chef de gouvernement qui est arrivé au pouvoir avec une conception de la communication politique qui lui est propre. La sanction ou pas, elle arrivera dans 24 mois. C'est là où on saura si ça a fonctionné ou pas. Oui. Est-ce que ça n'a pas aussi d'effet sur le secteur privé, cette communication politique de cet exécutif? Bon, là, on a parlé des partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet sur les acteurs du secteur privé? Vous savez, moi, j'ai rarement vu des acteurs du secteur privé qui sont majoritairement contents de leur gouvernement, quel que soit le gouvernement. Généralement, le secteur privé, il pense que le gouvernement doit encore réduire les impôts, doit leur donner plus de subventions, doit les assister plus. Donc, il y a rarement des effets de très grande adhésion à l'endroit du Premier ministre, avec une exception qui est probablement le passage de Driss Justo qui, lui, avait réussi à avoir énormément de confiance, mais c'est dans une conjoncture très particulière. On est dans un Maroc qui a besoin d'un choc d'infrastructure, qui a besoin d'un choc d'investissement, alors que là, on est dans une configuration différente. Il y a un point d'achoppement central aujourd'hui entre le gouvernement et notamment le patronat, qui est sur la fameuse promulgation de cette nouvelle loi sur la grève, qui n'arrive pas, qui faisait partie d'un package qu'ils ont négocié pour augmenter les salaires. Et donc, il y a eu entre-temps des chocs conjoncturels et des éléments qui sont arrivés, qui ont contrarié cette marche. On verra dans les mois à venir et les semaines à venir si la promesse de la décompensation, par exemple, sur le butane, va être tenue. C'est ce qui devrait financer la réforme de la protection sociale. Ça va être un moment crucial en matière de communication politique. Promesse et aussi menace sur le pouvoir d'achat de certaines catégories socio-professionnelles. Un dernier mot, quand on parle de communication politique, une affaire de l'État, c'est aussi de l'État à travers le soft power. Je vais faire un tour de table sur cette question. Rapidement, malheureusement, il ne nous reste pas trop de temps. Les instruments du soft power marocain aujourd'hui et leur origine qui commence il y a plusieurs siècles maintenant. Un mot peut-être sur le soft power marocain, Najla Benbalk. Pour le produit de base, déjà,
on est gâté. La marque Maroc est très forte à l'origine. L'histoire, l'identité marocaine, la civilisation, complétée plus tard par tout le reste. Je veux dire, c'est difficile d'énumérer. Il y a tellement de dimensions inhérentes à ce soft power depuis le lifestyle, la gastronomie, l'architecture, la nature, etc., la culture, la coopération culturelle. Et puis, autour de ça, évidemment, la vision royale qui a fait en sorte de donner du sens à tout ça et d'aller plus loin avec une dimension qui va du maintien de la paix, de la contribution au maintien de la paix jusqu'à la coopération sud-sud, jusqu'au, évidemment, rayonnement sportif, l'accueil de grandes manifestations, etc. Donc je pense qu'il y a eu, pour décliner cette vision royale, des positions du Maroc, une identité dans sa manière de se représenter face aux autres, de voir ses interactions avec les autres et de se voir, je pense, pas seulement comme par exemple, pas seulement comme un pays stable, mais un pôle. Donc on est toujours dans une contribution. On est dans une contribution à la sécurité, on est dans une contribution à la sécurité alimentaire, par exemple. Pendant le Covid, toute forme de solidarité, et tout ça, ça fait que c'est un soft power qui est durable et qui est précieux. Khadija Janati Idrissi, pour finir. Je pense que l'un des piliers du soft power marocain, sinon le pilier du soft power marocain, c'est la diplomatie royale. Nous avons vu comment est-ce que les visions royales et puis l'action royale aussi contribuent à métamorphoser même l'image du pays. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été réalisée autour de la marque Maroc auprès de 35 pays d'Afrique, où le premier attribut que les personnes reconnaissent au Maroc, c'est le roi Mohamed VI à travers son action, notamment vis-à-vis du continent. Maintenant, la diplomatie royale, elle montre le chemin, elle montre la direction, mais je pense qu'il y a toute une composante qui doit être jouée par les différentes parties prenantes. Il y a une composante diplomatie économique qui s'active de temps en temps. À mon sens, elle manque de régularité, mais elle s'active de temps en temps. En général, à l'occasion d'initiatives royales, visites royales, mais il y a des tentatives aussi pour avoir une certaine continuité. Il y a toute la partie diplomatie religieuse qui, aujourd'hui, elle prend beaucoup d'espace et elle se structure. Mais je pense que la diplomatie politique, je ne parle pas du ministère en charge ou du département en charge, mais de l'action gouvernementale dans le cadre d'une diplomatie gouvernementale, pourrait gagner encore plus en audace et en action. Diplomatie parlementaire aussi. Absolument, oui, tout à fait. Les deux vont de pair. Abdelmalek Alaoui, en deux mots, je suis désolée, le temps de l'émission en deux est terminé. mots, je dirais que le roman national du Maroc et sa singularité, c'est qu'on ne possède jamais vraiment le Maroc, on n'en est que les gardiens pour les futures générations. Merci beaucoup, Abdelmalek Alaoui. Beaucoup de profondeur et de sagesse dans ce que vous venez de dire. Et ça se comprend, vous, que nos confrères de Jeune Afrique vous comparent à celui qui murmure aux oreilles des grands de ce monde. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci Najla Benbark et Khadija Janati Idrissi. Merci d'avoir été avec nous malgré vos agendas très remplis. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous espérons avoir répondu à vos questions relatives à la com politique. Nous allons certainement revenir à ces thématiques lors de cette émission. Je vous remercie pour votre fidélité. Très bonne soirée.